Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet qui sera plus en lien avec le développement personnel, le coaching, etc. Julien, de quoi on parle ? Alors on va te parler d'une méthode ancestrale qui se nomme l'ikigai et on va aller découvrir en quoi cette approche qui nous vient tout droit du Japon peut être intéressante pour remettre un peu d'ordre dans ton quotidien, dans ta vie et faire des choix qui sont plus alignés avec ce qui t'anime et ce qui peut te permettre de te sentir épanoui et à ta place. Ouais, exactement. Alors peut-être pour commencer, de définir ce qu'est l'ikigai, d'où est-ce que ça vient. Alors en fait, l'ikigai, c'est un concept japonais, d'accord, qui signifie raison d'être ou joie de vivre. Il faut juste garder à l'esprit que l'ikigai, c'est une composante psychologique qui est essentielle. Et peut-être pour donner quelques études, Julien, il y a une étude scientifique qui a montré les liens significatifs entre l'ikigai et divers indicateurs de santé. Donc, si on prend par exemple l'université de Tohoku au Japon, qui a suivi plus de 40 000 adultes sur 7 ans, les participants qui avaient déclaré ressentir un ikigai au début de l'étude avaient un risque de mortalité plus faible que ceux qui ne l'avaient pas. Et donc, ça montrait que cet ikigai, ce concept d'ikigai-là, lorsqu'il était incarné, avait un effet protecteur sur ce sentiment de santé, de bien-être, et du coup que ça pouvait avoir un impact significatif sur notre vie. Donc parmi les d'autres recherches qui ont été réalisées, en fait ils ont établi une corrélation entre l'ikigai et le fait de récupérer beaucoup plus rapidement après une intervention chirurgicale, d'avoir moins de marqueurs biologiques de stress, ce qui peut être en lien du coup avec une réduction des maladies chroniques, d'avoir un système immunitaire plus résistant, d'accord, ce qui favorise la prévention des maladies, d'avoir une meilleure survie après un infarctus, et aussi d'avoir un sentiment accru de contrôle sur sa santé et son bien-être global. Donc voilà, vraiment, c'est pour montrer, encore une fois, toutes ces études sont des études japonaises, mais ça montre, en tout cas, parce que 40 000 adultes, quand même, sur 7 ans, c'est quand même une grosse étude, ça montre à quel point, du coup, cet ikigai-là, lorsqu'il est incarné, vécu, peut avoir un effet positif sur nos vies. Il faut savoir que l'ikigai est au cœur même du coaching, au final, mais aussi de certaines approches. Donc, pourquoi ? Parce que ça peut améliorer significativement ton bien-être général et en fait, ça rentre totalement avec notre sujet de la systémique du bonheur. Exactement. Maintenant, cet ikigai, il se déploie sur pas plusieurs formes, mais dans divers aspects. Parce que je pense que toi qui nous écoutes, tu as peut-être déjà vu cette espèce de dessin ou de schéma de l'ikigai, parce qu'il te permet aussi de te connecter avec l'essentiel, de retrouver un sens profond. Et en fait, avec ce besoin de sens, ou plutôt le sens, quand on a du sens, en fait, on vit notre vie beaucoup plus facilement. Et c'est là aussi, Julien, si on va un peu plus loin, par exemple, pourquoi les religions sont importantes, ou en tout cas plutôt au moins la spiritualité, d'accord ? Au moins la spiritualité, si on dépasse le concept même de religion. Pourquoi la spiritualité est importante ? Parce qu'en fait, elle apporte du sens dans nos vies. Ouais, tout à fait. Si t'as pas de sens dans ta vie, t'es perdu. Ouais. Si t'es perdu, tu peux pas te sentir bien. T'imagines, tu vis tous les jours dans le doute, tu vis tous les jours dans la peur, tu vis tous les jours dans la crainte. Et c'est en ça, en fait, que l'être humain en soi est un être de croyance. Même ceux qui se disent athées sont des croyants. Je sais qu'il y a des débats là-dessus, il y a des gens qui disent non, en fait, un athée n'est pas croyant. Mais il y a un ensemble de croyances, il y a un ensemble de biais, il y a un ensemble de manières de voir le monde. Et tout ça, c'est des croyances. Nous sommes tous des êtres de croyance. Tout à fait. On a un cadre de référence interne avec des concepts, des idées, et ça nous aide justement à naviguer. Donc après, que tu le rattaches pas à une religion ou une croyance spirituelle particulière, un dieu, t'es quand même croyant malgré tout. Tu crois en quelque chose. C'est ça. À tes propres croyances, ouais, complètement. Exactement. Et c'est pour ça, par exemple, que dans le cadre du coaching, on ne touche pas Alors, on va toucher aux croyances limitantes de nos clients. S'il y a des croyances limitantes, on va l'aider à avancer, on va l'aider à remettre en question ces croyances-là, comme pour, tu sais, une fois que tu bouscules ces croyances, il y en a d'autres qui viennent se créer, mais qui vont être positifs, d'accord ? Mais par contre, on touche pas aux croyances identitaires de la personne qui l'aident à naviguer, principalement. Une fois c'était arrivé, il y avait, je me rappelle, une fois j'avais vu une personne justement qui essayait de toucher aux croyances religieuses d'une personne, alors que ça dérangeait pas la personne, ses croyances religieuses, tu vois. Ouais. C'était pas ça qui l'empêchait d'avancer.
Et moi, j'avais été scandalisé parce que c'était comme punaise, tu touches à une partie de son identité, quoi. La personne, elle a vécu comme ça pendant 30 ans, elle a ses croyances religieuses, sa manière de voir le monde, sa manière de naviguer, c'est sa boussole. Et toi, en fait, tu essayes de bousculer ça. Tu te rends pas compte, en fait, des dégâts que tu vas créer par la suite, même d'un point de vue psychologique. Ouais. Donc, vraiment de le comprendre, j'insiste là-dessus, c'est vraiment de comprendre que tout être humain a des croyances parce que ces croyances sont importantes pour nous dans l'objectif en fait de trouver un sens à notre vie. Parce que tu sais, si t'en as pas, tu peux rapidement te sentir perdu en fait dans tout ce bazar. Pourquoi on est né, pourquoi on existe, pourquoi l'univers, pourquoi tu sais, ça fait mal à la tête tout ça. Donc les croyances sont aussi là pour nous aider justement à avancer. Ouais, totalement. Merci pour ça, Samir. Et effectivement, ça résonne aussi beaucoup avec ce qu'on enseigne nous à l'Institut sur la place du but, du sens des choses. Et en fait, l'ikigai, ça te montre aussi, par sa définition de raison d'être et joie de vivre, que si t'as pas un but en fait précis à atteindre, si t'as pas une vision claire de là où tu veux te rendre, forcément, ça va avoir un effet délétère en fait sur ta psychologie, sur tes émotions, sur ton engagement. Et du coup, ça fait du sens que à travers cette étude que tu nommes, on remarque tous ces effets-là. Parce que une personne, effectivement, qui va traverser des moments difficiles, mais qui n'a pas de but dans sa vie, va avoir beaucoup plus de mal à s'en remettre qu'une personne qui est animée d'un but profond. Au même titre que tu traverses un moment difficile dans ton existence, si t'as pas de but auquel te rattacher, te raccrocher, c'est très difficile, en fait, de pouvoir avancer et de redonner un sens positif et utile, pertinent, en fait, qui va t'aider à progresser vers la suite et de traverser les moments qui sont difficiles. Donc tout ça, ça fait effectivement des liens et ça met en résonance, je trouve, peut-être qu'on aborde aussi d'un point de vue peut-être plus européen que japonais sur cette notion finalement de sens. Et la personne que je citerai naturellement sur cette question-là, c'est Viktor Frankl avec justement ses travaux sur la notion de sens et l'importance de notre pouvoir de donner un sens que l'on choisit aux choses pour pouvoir avancer. Donc petit aparté là-dessus. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la notion de l'ikigai. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur ce sujet. Il y a beaucoup de tests qui ont été partagés, alors que ce soit dans les magazines, dans les livres, en ligne, dans l'idée de trouver son ikigai. Et peut-être ce qu'on pourrait voir ici, si c'est OK avec toi Samir, c'est les différentes étapes justement de comment on fait pour trouver notre ikigai. Fait que je commencerai avec le premier point, c'est identifier ce qui est important. Dans le sens où on va réfléchir, on va vraiment se poser des questions sur ce qui compte vraiment pour nous dans notre vie, dans notre quotidien. Et on peut inclure à ça tout ce qui va être nos valeurs personnelles, nos besoins personnels, ce qui nous motive, ce qui nous passionne, ce qui nous drive en fait au quotidien, et de prendre un vrai temps d'identification justement de ces éléments, parce que on s'en rend pas toujours compte et ça dépend aussi de comment notre profil est organisé, mais on a parfois des choses qui prennent beaucoup de place dans notre vie parce qu'on a pris l'habitude de les faire, parce qu'on a trouvé un certain confort à les faire, mais on n'est pas forcément connecté à ce qui nous drive le plus, à ce qui nous stimule le plus. Et des fois, juste prendre un temps pour se poser et de se dire, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais là? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse? Et juste, des fois, de se poser cette question te permet de remettre en perspective des éléments pour progresser, en fait, et pour aller de l'avant et te connecter un peu plus à ce qui compte le plus à tes yeux, justement. Donc, première étape, c'est vraiment identifier ce qui est important pour toi, à tes yeux, pour ensuite l'utiliser dans tout le processus qu'on va t'expliquer après. Le point 2, c'est le fait de privilégier des activités intrinsèquement satisfaisantes. D'accord ? En fait, ça va être de se concentrer sur des actions qui vont nous apporter de la joie ou un sentiment d'accomplissement. Sans chercher des récompenses externes, comme par exemple de l'argent, du statut, de la reconnaissance, etc. Mais vraiment de venir répondre à quelque chose qui est profond. Encore une fois, au sens en fait, à un besoin de sens. Et on a parlé récemment dans un podcast, Julien, par exemple avec l'histoire des addictions, ouais. de l'importance de la motivation intrinsèque. Ouais.
Donc c'est la même chose en fait. Extrinsèque, c'est ce qui est à l'extérieur. Je veux dire, à partir du moment où tu cherches à répondre à un besoin qui est extérieur à toi, qui n'est pas entre tes mains, qui n'est pas sous ton contrôle ou sous ta maîtrise, bah malheureusement tu vas vivre de l'insatisfaction et tu vas pas pouvoir aller dans la bonne direction. Donc vraiment, ça c'est un point important. Si ce qui est important pour toi c'est d'aider les autres, fais des activités qui sont en lien avec ça. Si ce qui est important pour toi c'est de faire connaissance avec des gens, de partager, d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec les animaux, peu importe en fait. Bah en fait ça va être de répondre justement à ces besoins. Et c'est en lien avec ce que tu as dit, Julien, c'est que tu ne pourras privilégier des activités intrinsèquement satisfaisantes que si tu as déjà identifié ce qui est important pour toi. Ouais, complètement. Et là, c'est vrai que quand tu amènes ces points-là, c'est vraiment de comprendre que l'ikigai se concentre sur le sens que tu donnes aux choses, mais qui est rattaché à ce but, en fait, à cette vision que tu développes, et ça doit venir de toi. C'est pas une satisfaction que tu vas trouver à l'extérieur. Sinon, t'aurais pas besoin, effectivement, comme tu l'as dit, Samir, de trouver ce qui est important pour toi. Le premier point. Parce que pourquoi trouver ce qui est important pour toi si ça ne dépend que de l'extérieur? Donc, on va essayer le plus possible de se recentrer sur ce qui se passe en nous, ce qui se joue, ce qui est important, ce qui joue un rôle, en fait, dans notre bien-être et dans notre épanouissement. La troisième étape qui suivra, c'est de donner du sens aux tâches qui sont quotidiennes. Donc, là, ici, c'est de comprendre que on fait tout un tas de choses, chacun, chacune, dans notre quotidien, qui ne nous plaisent pas forcément, on n'a pas de passion particulière pour certaines activités, et c'est 100% ok. On doit vraiment comprendre que c'est dangereux que de chercher à faire uniquement ce qu'on aime, à faire uniquement ce qui nous apporte du plaisir, à faire uniquement ce qui nous paraît confortable. Parce que petit à petit, en fait, on va s'échapper des choses qu'on doit vraiment poser comme action, des choses qu'on doit décider, des choses qu'on doit gérer. Et notre vie va aller de plus en plus vers de la complication parce qu'on va la sursimplifier. En fait, on va vraiment, en évitant de faire tout ce qu'on est censé faire, parce que c'est pas agréable, parce que c'est pas confortable, parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on n'a pas envie, bah en fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir à s'épanouir. Et vraiment de garder en tête que quand on pose ce genre d'action, que d'éviter, que de choisir de ne pas faire ce qu'on est censé faire, bah sur le moment c'est satisfaisant parce que on a un soulagement, on a un sentiment de liberté, on a tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place. Mais au final, on va finir par le payer très cher par la suite. Déjà parce que ça peut amener tout un tas de problèmes de pas gérer ce qu'on a à gérer, mais ça peut aussi, dans une autre mesure, faire que on va avoir de plus en plus de difficultés, en fait, à trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Rappelle-toi de ce qu'on disait dans un podcast précédent, justement en lien avec les addictions, que le cerveau aimait beaucoup naviguer entre plaisir et souffrance, et que plus on cherchait à avoir du plaisir, plus il allait justement compenser avec de la souffrance qui avait tendance à durer plus longtemps. Et le problème, c'est que si tu ne fais que chercher des choses qui te plaisent en ne tenant pas compte du reste, et bah plus en fait tu vas perdre en capacité à prendre du plaisir à faire les choses que tu aimes, et plus en fait tu vas devenir misérable dans ta manière de fonctionner parce que il y a plus rien en fait qui va t'apporter quoi que ce soit. Donc la troisième étape, c'est vraiment de donner du sens à tes tâches quotidiennes, de réfléchir en fait à ce que ces activités que tu fais, comment est-ce que ça se connecte à ton but ultime, comment ça se connecte à tes valeurs, comment ça se connecte à tes besoins, comment ça se connecte à ta vision et ça répond à quelque chose de plus grand. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut juste accepter et tolérer de faire des choses qui nous plaisent pas et de juste laisser les choses comme elles sont en se trouvant des excuses finalement de le faire. Comme quelqu'un qui serait arrivé, je sais pas moi, à 45 ans, 50 ans, en se disant bah j'ai toujours fait un boulot de merde toute ma vie, c'est pas maintenant que je vais changer, donc je vais continuer à faire ce boulot-là que je n'aime pas, qui me stresse, qui m'angoisse, mais ça fait déjà X années que j'y suis, donc je suis plus à ça près. C'est pas du tout ça le discours. C'est vraiment de se dire, il y a des choses que je dois faire, il y en a d'autres que je peux probablement changer. Celles que je peux pas changer et qui sont nécessaires, je trouve un moyen de les connecter à quelque chose qui est plus important. Quelque chose qui va résonner avec mes valeurs, avec mes besoins,
et qui va résonner avec mon but. Parce que, on va pas se le cacher, les personnes qui accomplissent de grandes choses, les personnes qui atteignent des résultats bien au-delà de ce qui est habituellement observé dans la société, ce sont pas des personnes qui misent uniquement sur les choses qui font plaisir et qui font du bien et qui leur plaisent. Ils s'occupent de faire ce qu'ils ont à faire en fonction de l'objectif qu'ils se sont donné. Et ça, tu peux dire ce que tu veux, tu peux le réfléchir sous tous les angles que tu veux. Ouais, mais c'est plus facile parce qu'il vient de telle famille. Ouais, mais c'est plus facile parce qu'il a reçu telle éducation. Ouais, mais c'est plus facile parce qu'elle a de l'argent. Ouais, mais c'est plus facile parce qu'elle est dans le bon pays. Non, non. Ce que ces personnes ont fait, c'est qu'elles ont compris l'importance d'accepter de faire ce qu'il y avait à faire, même quand on n'en avait pas envie, de rattacher ces activités du quotidien à quelque chose qui a plus de sens, à quelque chose qui nourrit une vision ou un but, et de progresser vers ça, tout en essayant, bien entendu, de pas vivre une vie remplie de frustration et je me force à faire que des trucs que j'aime pas pour avoir un jour potentiellement ce que j'aime, mais trouver cet équilibre et faire des choix plus adaptés, mais en aucun cas échapper en fait aux tâches du quotidien, échapper aux obligations, parce que plus tu fais ça, encore une fois, moins tu pourras être épanoui et moins ça va fonctionner. Donc, envisage tous les changements qui sont nécessaires, aligne tes actions avec tes buts et tes objectifs, va à ce qui est essentiel pour toi et accepte cette part de frustration en trouvant du sens, en donnant plus exactement du sens aux tâches quotidiennes qui sont peut-être des moments pour toi qui sont moins drôles, qui sont moins agréables, mais qui sont très certainement nécessaires en fait pour que tu puisses progresser. Peut-être, moi je vais passer du coup sur le point numéro 4, le life crafting. Donc en fait, life crafting, c'est une méthode qui va consister à planifier activement notre vie, d'accord ? La vie qu'on souhaite. Pour pouvoir la planifier, cette vie qu'on souhaite, en fait, l'objectif, ça va être de définir le type de travail qu'on veut avoir, nos passe-temps, les relations qui sont significatives pour nous, qui sont importantes pour nous, et de se fixer des objectifs pour les concrétiser. Donc là, en fait, si on fait un lien avec ce qu'on enseigne à nos étudiants en coaching et des points qui sont importants pour les coachs, c'est la clarification. Tant que t'as pas de clarté, tu peux pas aller vers ton objectif. Tu peux pas avancer. Donc, là, ici, dans ce life crafting, l'objectif, ça va être de donner un maximum de détails, de manière à augmenter ta compréhension de ce que tu veux réellement, de là où tu veux aller. Et une fois que tu as cette compréhension globale, une fois que tu as un maximum de détails, tu peux détailler ton objectif. Ouais. Et une fois que tu détailles ton objectif, tu as un chemin clair de par où tu vas passer pour pouvoir y aller. C'est comme quelqu'un qui veut voyager au final. En fait, il va prendre une carte. Alors maintenant, effectivement, il y a un GPS, mais autrefois, c'était une carte. Donc, tu prends ta carte et tu sais exactement par quel checkpoint tu vas passer. Tu dois passer par telle ville, puis telle ville, puis telle ville, puis où tu vas dormir, puis où tu vas potentiellement te nourrir, etc., etc. Donc voilà. Sans ce détail, sans cette clarté, malheureusement, tu vas pas pouvoir donner vie à, ou plutôt atteindre l'ikigai. Complètement. Merci pour ce point numéro 4. Peut-être j'aimerais apporter un élément supplémentaire là-dessus. C'est que, c'est bon, tu parles de life crafting, donc qui est en gros construire ta vie, décider de ce que tu vas en faire. Et c'est un concept qu'on met beaucoup en avant dans nos accompagnements. Parce que peut-être que parfois, toi qui nous écoutes, t'as l'impression que tu subis peut-être ta vie, tu subis les événements, tu subis les situations. Et si c'est le cas, c'est, on va dire, normal, légitime à un moment donné de ressentir ça dans notre vie. Surtout si t'as grandi peut-être dans un environnement avec des valeurs, des croyances qui t'ont laissé penser en fait que t'avais pas vraiment du pouvoir sur ta vie, que en fait tu subissais les choses, que les choses se passent juste comme ça et qu'il n'y a pas de, tu sais, t'as pas moyen en fait de gérer ça. Et l'avantage avec l'ikigai quelque part, et c'est pas la seule méthode bien sûr que tu peux appliquer, mais avec ce point numéro 4 de fabriquer ta vie, de construire, de concevoir, de la monter morceau par morceau, quand tu définis le type de travail que tu veux, les passe-temps, les relations, les activités,
les choix, bah, en fait, tu reprends ton pouvoir. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment de se dire, peu importe où j'en suis, peu importe d'où je viens, peu importe ce qui se passe, mais je peux fabriquer petit à petit, justement, ce que j'ai envie de voir se réaliser. Et là, tu vois, je pense automatiquement à ce postier qui s'était donné un objectif assez fou, de fabriquer un château pour sa fille. Je sais pas, Samir, si tu avais déjà entendu cette histoire, J'ai mais été à cet endroit-là. C'était tu le l'as palais visité? du facteur cheval. Ouais. Ouais. Et c'est fou en fait quand tu regardes parce que ce gars-là, il s'est dit, ok, je veux fabriquer un château pour ma fille et je veux vraiment lui offrir ce château de princesse, mais qui construit de ses mains tout seul. C'est vraiment, il l'a construit tout seul avec ses propres moyens. Et tous les jours, il y allait. À chaque fois qu'il finissait son travail, il allait avancer son château. Toutes les fins de semaine, toutes ses vacances, tout son temps libre. En fait, il l'a passé à faire ça. Et au final, bon, c'est pas sa fille qui a profité, je crois de mémoire, c'est sa petite fille qui a pu pleinement profiter justement de ce château qu'il a construit. Mais c'est vraiment de voir en fait que bah, si tu prends une décision, puis une vraie décision, là, pas ah bah ça serait bien que je pense un peu plus à non non, une vraie décision qui engage du passage à l'action, qui fait que tu poses des objectifs définis, comme tu l'as précisé, Samir, ben en fait tu peux réaliser énormément de choses. Et vraiment, je t'invite, toi qui nous écoutes, si jamais t'as pas peut-être encore cette vision des choses, mais aller regarder ce qui a permis aux gens qui ont le plus de succès, le plus de réussite, et peut-être aussi le plus d'argent, parce que ça reste un facteur de réussite sociétale important, de te rendre compte en fait qu'ils, pour une très très grosse partie, ils sont pas nés spécialement dans un environnement qui était favorable. Ils sont pas arrivés en fait avec des talents spécifiques qui dépassaient la norme. Ils sont partis de là où ils sont partis, parfois de très loin, parfois de milieux peut-être un petit peu plus facilitants, mais ils ont bâti des choses, ils ont décidé de s'engager dans quelque chose, ils ont décidé d'accomplir quelque chose. Et après, qu'on les aime pas, qu'on approuve leur vision du monde, leur manière de faire, peu importe. Mais c'est de voir que ils prennent tous plus ou moins le même chemin. Et sur ce chemin, il y a, je décide de bâtir la vie que j'ai envie d'avoir, que j'ai décidé que j'aurai, avec les décisions et les choix, justement, qui y seront rattachés. Bref, donc c'était juste ça que je voulais rajouter par rapport à ce point que tu nommais, Samir. Le point suivant, c'est de prendre du temps aussi pour apprécier les petits plaisirs. Fait il faut pas, tu vas prendre ce que je viens de te dire juste avant en te disant, ok, bah ma vie, ça ne doit être que ça. Je dois avoir des buts et je dois travailler pour atteindre ces buts et je ne fais que ça. Je ne me mets que dans du travail, de l'acharnement, la répétition, de l'entraînement, de la pratique, de la correction. Il faut aussi que tu intègres du plaisir. Donc ça veut dire que dans ton quotidien, bah, il faut que tu prennes le temps d'apprécier des moments qui sont simples. Des moments pour contempler la nature, des moments pour savourer un thé, un café, de connecter avec les autres, prendre le temps de lire, de regarder un film qui te plaît, d'écouter de la musique, de faire des nouvelles rencontres, d'aller marcher en nature, d'aller faire du vélo, d'aller nager, peu importe. Vraiment de te dire, je dois réussir à placer dans mon agenda, dans ma manière de faire, dans ma manière de vivre, bah, des moments qui vont m'apporter ces petits plaisirs, mais aussi de pouvoir t'arrêter en chemin et de pouvoir te dire, waouh, c'est cool ce qui se passe autour de moi. Oh, j'adore le paysage. Oh, c'est super beau. Oh, t'as vu le coucher de soleil. Oh, t'as vu le lever de soleil. T'as vu le temps qu'il fait aujourd'hui. Oh, t'as vu le oiseau qui vient de passer. Tu sais, vraiment de réussir à apprécier ce qui se passe, à apprécier cette simplicité. Et peut-être que quelque part, il y a aussi la culture japonaise qui va être derrière ça, qui aide aussi beaucoup. Parce que probablement que c'est certainement plus facile pour un Japonais d'appliquer de l'ikigai que un Européen ou une personne qui vit au fin fond de l'Amérique du Sud, qui a un autre mode de fonctionnement, une autre vision des choses et de la vie. Mais c'est vraiment de dire, est-ce que nous aussi on peut pas, dans notre quotidien surchargé,
se dire que on pourrait faire comme des micro-pauses et juste se dire, ok, ça c'est cool, tiens, on se pose là 2 minutes. Oh, t'as vu ce truc-là? Ah, c'est vachement agréable. C'est être connecté à ce sentiment de gratitude. Voilà. Ça serait peut-être le mot, en fait, qui pourrait définir ça, c'est entretenir ce sentiment de gratitude dont on a déjà parlé et qui est super important, auquel on t'invite à connecter le plus souvent possible, et en fait de le faire dans ton quotidien. Apprécier justement ces petits plaisirs, apprécier de vivre, de faire, de connecter, de contempler, de prendre une pause, en fait. Et ça peut être tout simplement de te poser et puis de méditer 5 minutes. Mais attention, qu'est-ce que tu mets derrière la méditation? Est-ce que c'est une recherche de performance et il faut que je médite parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse puis que c'était important puis c'est bon pour la santé? Ou est-ce que tu le fais en mode, ok, là je me fais une pause, je vais prendre ce moment pour moi, je vais vivre ce que j'ai à vivre et puis je prends comme ça vient. Et tu vas voir en fait que ça, c'est ce 5e point, apprécier les petits plaisirs, les petits moments de pause, ça va t'apporter énormément de bienfaits en fait sur la durée. Et si tu le fais régulièrement, ça va juste contribuer à ce que tu aies une vie beaucoup plus fluide, stable, équilibrée, bénéfique, positive. Donc, essaye d'aller dans ce sens-là, renforce ton sentiment d'ikigai, d'être à ta place sur ton X et que les choses s'organisent autour de toi et que c'est fluide. Ouais. Alors aussi un autre point, et certainement le dernier, c'est le fait de s'engager dans quelque chose de plus grand. On y revient toujours à celui-là. On y revient vraiment toujours tellement. En fait, ça rentre aussi dans le besoin de sens, le fait de s'engager dans quelque chose de plus grand. Et ça rentre aussi dans ce qu'on parle souvent, Julien, de spiritualité, le besoin de spiritualité. L'être humain est un être spirituel par nature. Absolument. Et quand on parle de spiritualité, on parle pas forcément de religion, d'accord? La religion contribue à la spiritualité, mais il y a des religieux qui sont pas spirituels. Oh, il y a aussi cette espèce d'aspect. C'est ça. Techniquement, les religions, il y a un aspect spirituel dedans, mais il y a des personnes qui pratiquent des religions sans spiritualité. Donc en fait, il y a une religion qui est totalement dénuée de spiritualité. Et là, il n'y a pas forcément de bénéfice. T'as des croyants non pratiquants et t'as des pratiquants non croyants. Et là, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, j'adore, je la garde celle-là. C'est exactement ça. Et voilà, en fait, donc c'est pour ça qu'on parle de cette spiritualité. Et cette spiritualité, si on devait en donner une définition, ça peut être le fait de s'engager pour Dieu, pour quelque chose qui nous dépasse. Dieu, c'est aussi ce qui dépasse même l'univers, c'est aussi le lien entre tout ce qui existe. Mais si tu crois pas en Dieu, c'est ok aussi. Ça peut être de t'engager pour l'humanité, pour la Terre, pour une cause qui dépasse la défense des plus faibles, une vie beaucoup plus harmonieuse, ton pays, ta communauté. Donc vraiment, c'est ça en fait le truc. C'est que dans cet aspect de communauté, c'est de répondre vraiment à quelque chose qui nous dépasse. Et on est vraiment dans le dernier, le dernier étage de la pyramide de Maslow en fait, quand on parle de s'engager dans quelque chose de plus grand. Et aussi dans le dernier étage de la pyramide de Dilts, un outil qu'on utilise beaucoup en coaching. Tout à fait. Et vraiment ça, c'est la pièce, c'est la cerise sur le gâteau. Si tu as cette capacité à t'engager sur quelque chose de plus grand, de te sentir faire partie de quelque chose qui te dépasse au plus large, en fait, tu vas avoir une meilleure vie, tu vas te dépasser, tu vas avoir un plus grand impact aussi autour de toi et une plus grande satisfaction. Et si je dois rajouter peut-être quelque chose, Julien, c'est que tous les grands hommes et femmes qu'on connaît aujourd'hui et qui ont traversé l'histoire étaient animés par ce sentiment de répondre à quelque chose de plus grand. Ouais, tout à fait. Je ne connais aucune personne qui a traversé l'histoire qui n'était pas justement engagée dans quelque chose de plus grand. Et tu peux tous les prendre. Ouais, complètement. Et parfois même les criminels, malheureusement. Oui, c'est un autre, c'est l'autre face de la pièce, de la même pièce. Mais effectivement, c'est l'autre face de la même pièce. Effectivement. Après, il y a un élément qu'on amène, je pense, assez régulièrement, puis on en parle souvent à nos étudiants. C'est aussi ce côté, c'est le point commun qu'il y a entre toutes les personnes qui accomplissent de grandes choses et toutes les personnes qui vont être dans un sentiment de misère intérieure, des états dépressifs et autres. C'est que ils partagent en fait la même pièce,
Mais ceux qui sont misérables sont focusés sur leur nombril et sur eux et leur valeur à eux et ce qu'ils représentent eux, ils sont auto-centrés au maximum. Et ceux qui sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus adaptés, beaucoup plus qui prennent leur place en fait, ne sont pas autant en fait centrés sur eux. Ils font attention à eux, ils savent qu'ils existent, ils ont une identité comme tout le monde, mais ils s'intéressent à quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, l'approche de l'ikigai, c'est pas la recette magique qui va faire que ah bah ça y est, j'ai trouvé mon X, je vais être épanoui, tout va bien. Non, parce que si tu t'attends à ce que ça fasse le travail pour toi, de te poser et de préparer ton ikigai, bah malheureusement, tu vas être pas mal déçu comme beaucoup de gens ont été déçus. En fait, comme par cette approche mais aussi par plein d'autres, parce que ça dépend avant tout de toi, de ce que tu vas faire, de ce qui va être mis à jour, de ce qui va être mis en place. Mais d'un point de vue vraiment psychologique, puis tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, Samir, avec l'étude que tu nommais, mais être connecté avec ce sentiment d'ikigai, c'est des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction, c'est moins de symptômes dépressifs, c'est une réduction considérable du stress et de l'anxiété, c'est un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement qui est beaucoup plus grand. Et ce bien-être mental, c'est nous qui adorons la psychologie positive, la branche scientifique, hein, on le précise toujours, et en fait, ce qui ressort beaucoup des études sur le bien-être psychologique, c'est qu'il est animé de deux facteurs clés. Le premier, c'est le bien-être immédiat de qu'est-ce que j'ai dans mon quotidien qui m'apporte du plaisir, de la joie, du bonheur. Mais il ne peut pas exister de bien-être et d'équilibre psychologique si jamais il n'y a pas un bien-être psychologique aussi sur le long terme. Donc de savoir qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus grand, de savoir qu'on est en train d'accomplir quelque chose de plus important. Si je me concentre uniquement sur ce que je fais là maintenant et les bénéfices que ça m'apporte là maintenant, bah en fait, c'est vachement biaisé comme approche. Et au même titre, si je suis juste en train de me dire ah, il faut que j'accomplisse quelque chose de grand pour être heureux, donc je me concentre là-dessus et je fais que ça, et je ne connecte à aucun moment dans mon quotidien à des choses qui sont plaisantes, sous prétexte que j'accomplis quelque chose de grand, ben en fait, ça va pas marcher non plus. Parce que t'auras en fait les effets négatifs du manque d'équilibre qu'il va y avoir entre les deux. Donc, très important, en fait, d'avoir ce double équilibre-là. Et peut-être, un autre point qui me vient par rapport à ça, c'est que avoir un ikigai qui est fort, et tu peux l'appeler ikigai, mais tu peux l'appeler autrement, ça n'a pas d'importance, en fait. C'est que avoir cette connexion forte entre tes valeurs, tes besoins, des activités qui ont du sens pour toi, d'être connecté à un objectif qui te dépasse, eh ben, ça te permet de renforcer ta résilience. Et la résilience psychologique, elle est essentielle. Parce que tu vas de toute façon faire face à des difficultés et des défis dans ta vie. Et si t'as pas de résilience, tu vas finir au fond du trou. Tu passeras pas à travers les moments qui sont difficiles. Tu arriveras pas à surmonter l'adversité. T'arriveras pas à progresser. Donc c'est très 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 important de développer cette résilience. Et tu peux le faire à travers justement ton ikigai. Ouais, vraiment. Et c'était cool justement de pouvoir aborder ce sujet. Parce que, je pense que pour beaucoup de personnes, l'ikigai, ça reste un concept flou. Moi, je me rappelle la première fois où j'avais été confronté à ce concept-là d'ikigai, j'ai pas trop compris. Tu vois, je voyais effectivement l'espèce de schéma là, mais j'arrivais pas à comprendre comment en fait je pouvais aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est ça l'objet du podcast, c'est d'expliquer à quel point ce concept-là est important. Et ces concepts-là ont pas été inventés par l'ikigai, ça existait bien avant, d'accord? Tout à fait. C'est des choses qu'on partage, même sans parler d'ikigai. Mais l'ikigai, en tout cas dans la culture japonaise, est une espèce de reflet de ce qui a existé aussi ailleurs. Et c'est là Tout à aussi fait. que ça montre à quel point en fait certaines sagesses sont universelles. Moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que des fois quand tu creuses un petit peu Ouais. dans certaines cultures, tu retrouves les mêmes sagesses qu'il y a eu ailleurs, alors que potentiellement même parfois il n'y a pas eu de contact entre ces deux cultures. Tout à fait. Bah, tu vois, ça me fait penser au hygge qu'on a Ouais. dans les pays nordiques, et que Mhm. finalement, ce qui est assez paradoxal, et en même temps ça fait beaucoup de sens, c'est que tu vas en Finlande, tu vas en Suède, le développement personnel, c'est pas un truc qui est
particulièrement abordé par ces cultures. Ouais. Ça y est un petit peu, mais de ce que j'ai pu en lire et en découvrir, ils ont pas un attachement à justement cette recherche de bonheur, de bien-être. Il faut être, tu sais, hyper épanoui, que tout aille bien dans notre vie. Et en fait, ils ont une approche qui est beaucoup plus saine, je pense, par rapport au bonheur et à la joie. Et le hygge, c'est vraiment ce côté, tu prends un peu les choses comme elles viennent, t'acceptes qu'il y ait des choses qui soient moins bonnes, t'acceptes qu'il y ait des choses qui soient positives, tu prends le temps de profiter de l'instant. C'est boire une boisson chaude devant ta fenêtre alors qu'il est en train de neiger, te poser au coin du feu, discuter avec des amis, juste aller faire une sieste, prendre une marche en forêt. C'est vraiment des choses qui sont toutes simples, et c'est là où c'est assez drôle de se dire, quand on prend un peuple qui a un indice de bonheur national qui est quand même assez important comparé à d'autres pays dans le monde qui sont beaucoup plus orientés sur attention, faut faire attention à notre santé mentale, il faut surtout bien faire des choses qui nous font plaisir, qui nous apportent du bien-être, il faut choisir des choses qui nous épanouissent, où finalement le score est quand même moins bon. Et là où le score est plus élevé, c'est comme si, en fait, le bonheur était pas une quête, et qu'à partir du moment où t'en fais plus une performance, parce qu'il y a ce point-là qui est important, bah à partir du moment où t'en fais plus une performance, il y a quelque chose qui se passe. Et l'ikigai t'invite justement à remettre un peu d'équilibre en te disant, regarde, ton ikigai, tu le fais pas pour trouver ta mission de vie, tu le fais pas pour trouver le boulot que tu dois faire demain, tu le fais pas pour performer particulièrement, mais plus trouver en fait quels sont les piliers sur lesquels tu dois t'appuyer, auxquels tu dois donner de la place, et les choses que tu dois ajuster pour que tu aies une vie qui soit équilibrée. Et ça, ce sera beaucoup plus sain pour toi que de monter dans les tours et d'essayer d'aller c'est de toucher des sommets de bonheur absolu parce qu'il faut fuir la souffrance, parce qu'il faut fuir la tristesse, parce qu'il faut fuir la colère, et qu'attention, c'est pas bien que d'être malheureux à un moment donné dans sa vie. Bah si, en fait, ça fait partie de ton expérience, et on devrait pas fuir le négatif particulièrement, mais trouver cet équilibre qui est juste entre les deux, ce qui est pas évident. Donc, bah, écoute, Julien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Toi qui nous écoutes, tu connais les 5 points essentiels pour pouvoir développer ton ikigai. Donc, 1, identifier ce qui est important, pour faire un petit récap, de privilégier des activités intrinsèquement satisfaisantes, de donner du sens aux tâches quotidiennes, de faire du life crafting, donc un maximum de détails. Il faut que tu aies une vision claire de ce que tu désires, d'apprécier les petits plaisirs, la gratitude. D'ailleurs, Julien, on en parle souvent du journal de gratitude qui est hyper intéressant. Tu pourras en reparler peut-être. Complètement. Qui pourrait aider pour ce 5e point, et de s'engager dans quelque chose de plus grand, parce que en fait, si tu veux justement servir une cause qui est beaucoup plus grande que toi, ça va participer justement à ton niveau de bonheur et puis à ton niveau de satisfaction générale et ton niveau de bien-être. Et tu vois, Julien, j'ai amené comme ça le concept de journal de gratitude. Peut-être est-ce que tu as envie d'en parler? C'est un outil simple qui permet d'apprendre à apprécier les petits plaisirs. Le journal de gratitude, il peut vraiment être utilisé de plein de manières différentes. Ça peut être de te noter un petit peu chaque jour les choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude, et que tu prends le temps de ressentir de la gratitude. Parce que c'est pas seulement « Oh, j'ai vécu ça tout à l'heure, c'était génial, merci, c'était top ». Ça peut être aussi sur quoi je peux prendre 5 minutes pour me concentrer de ma journée que j'ai vécue, le fait d'être en vie, de respirer, d'avoir bien mangé, d'avoir fait une rencontre intéressante, d'avoir signé un nouveau contrat, peu importe, et de prendre un 5 minutes pendant que t'écris pour connecter avec le sentiment de gratitude, qui est un sentiment qui est vraiment puissant et qui est protecteur en plus de l'équilibre de ton système. Donc très pertinent de le faire. Ça peut être aussi, je traverse des moments difficiles, je prends le temps de l'écrire, et je prends le temps de me connecter au sentiment d'espoir de je sais pas encore ce qui va se passer, je sais pas comment, mais je sais que je vais trouver une solution. Je sais que je vais pouvoir progresser, je sais que il va se passer quelque chose qui va me montrer que je vais aller de l'avant, et justement d'avoir de la gratitude pour ce qui va suivre, la gratitude pour ce qui va se mettre en place. Et tenir un journal de gratitude, ça peut être vraiment quelque chose que tu peux faire quand tu as envie.
Ça peut être le matin quand tu te réveilles, ça peut être en pleine journée, ça peut être le soir quand tu te couches. C'est vraiment à toi de voir le moment qui est le plus adapté. Personnellement, j'aime beaucoup le faire le matin plus qu'à un autre moment de la journée, mais tu peux le faire vraiment à n'importe quel moment. Et tu vois, il y a un autre point qui me revenait en tête justement par rapport à ça, c'est que de réussir à te connecter à ce quelque chose qui te dépasse, et là en l'occurrence notre sujet aujourd'hui c'était l'ikigai, eh bien sache que même si peut-être tu peux te dire, arrivé à mon âge, je vois pas pourquoi je ferais un ikigai, ça sert à rien en fait parce que j'ai déjà eu ma carrière, j'ai mes petites activités, je fais ce que j'ai à faire. En fait, il a été démontré que entretenir ce sentiment d'ikigai et d'être connecté à ces éléments-là et surtout de se rattacher à quelque chose de plus grand permet d'avoir une stimulation cognitive qui est plus importante. Et en fait, ça a un effet protecteur sur toutes les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Et ça permet de prévenir le déclin cognitif qui est lié à l'âge. Et c'est pas pour rien que, tu sais, je l'avais déjà évoqué, mais là où tu vas trouver des communautés où tu as les personnes les plus âgées de la communauté, mais qui font partie intégrante de la communauté, qui continuent de partager et qui continuent de surveiller les petits-enfants, qui continuent de donner des conseils, qui continuent en fait d'apporter, de transmettre, de partager. On se retrouve avec des personnes qui ont un certain âge, qui peuvent avoir des problèmes de santé, et puis il y a des choses qui sont relativement normales, mais où on n'a pas ce déficit cognitif qui se produit en comparaison de tu vas dans une maison de retraite, tu mets une personne dedans, tu y retournes plusieurs mois plus tard, et tu as un déclin qui est présent. Malgré les activités, malgré la stimulation sur place, malgré tout un tas de choses. Mais où finalement tu sais qu'il y a un déclin qui va se produire de manière beaucoup plus rapide. Parce que il y a plus ce sentiment d'appartenance, il y a plus cette présence dans le groupe, il y a plus ce but en fait de pouvoir contribuer à quelque chose de plus important. Et tu vas retrouver cette dynamique-là, t'as juste à regarder autour de toi les personnes qui vont être les plus âgées que tu connaisses, qui sont encore en pleine forme, qui ont encore de la vivacité d'esprit, qui ont encore une dynamique finalement d'engagement, elles sont rattachées à quelque chose de plus important. Elles sont rattachées à quelque chose qui les dépasse et qui les pousse à aller plus loin. Et celles qui perdent malheureusement, alors on met à part les maladies, d'accord, dégénératives, parce que ça c'est encore un autre critère, mais s'il n'y en a pas, mais tu vois qu'il n'y a pas ce rattachement à quelque chose de plus grand, il y a une dégénérescence finalement qui se met en place de manière beaucoup plus rapide. Donc l'ikigai, c'est valable autant quand t'es hyper jeune que quand t'es en milieu de carrière, en milieu de ta vie, ou plus vers la fin. Parce que toute cette dynamique va de toute façon t'aider à préserver des fonctions cognitives qui sont positives, qui sont stables, qui sont aidantes. Et puis surtout, toi, ça va te permettre de trouver aussi de l'équilibre dans ta psychologie, tes émotions, tes ressentis. Donc c'est tout bénef, de toute façon. C'est ça, c'est tout bénef. Tout bénef. Écoute Julien, peut-être est-ce que tu as envie de parler de l'Institut Merlin comme centre de formation, puisqu'on est vraiment dans le thème là. De l'Institut quoi? C'est quoi cet institut? L'Institut Merlin. Tu connais pas l'Institut Merlin, Julien? C'est un centre de formation en coaching systémique d'excellence. Oui, d'excellence en plus. À l'international. Mais qu'est-ce qu'il propose exactement? Dis-moi tout. Eh bien, Julien, il propose de former toute personne qui a le désir de transitionner vers le métier de coach. Je sais pas si le mot transitionner est le bon. C'est un mot intéressant. C'est un mot intéressant. Et qui ont le désir d'accompagner leurs clients de la meilleure des manières, de pouvoir impacter le monde autour d'eux et de donner vie à leur mission de vie, justement, à leur sens, à leur quête de sens. Exactement. Et dans mon oreillette, on me dit en plus que dans ce centre de formation, eh bien, on n'apprend pas seulement de la technique, mais on apprend à grandir nous-mêmes. Et surtout, on a accès à des connaissances qui sont appuyées en grande partie par la science, d'autres qui sont simplement des règles empiriques qu'on observe et qu'on applique, mais qu'il y a énormément de choses qui sont amenées pour expliquer en profondeur la psychologie humaine,
ce que tu ne trouves pas, en fait, dans d'autres approches de coaching, dans d'autres centres de formation. On est concentré sur la technique pure et qu'on travaille, en fait, à développer la meilleure posture et la meilleure version de soi-même dans le processus. Donc, c'est un super centre où on grandit en même temps qu'on fait grandir les autres. En plus, on fait un métier qui est hyper dynamisant, hyper positif, inspirant, qui nous donne justement un but et une contribution au reste du monde. Et en plus de ça, on est payé pour le faire. Alors ça, dire, c'est qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça ? On me dit, Julien, dans l'oreillette, que pour toute formation achetée, donc pour une formation achetée à l'Institut Merlin, tu n'as pas un formateur, mais 2 formateurs pour le prix d'un. Absolument. Absolument. Et des fois, des intervenants en plus qui viennent contribuer à ton apprentissage et à ta progression et au développement de tes affaires. Alors moi, je veux dire, avec tout ça, d'accord, si tu as envie de continuer à tourner dans ton bocal comme un poisson rouge, nous appelle pas. Par contre, si tu as envie de sortir de ton bocal et d'aller nager dans le grand bain et de profiter même de la grande bleue, plus exactement, du grand bleu, eh bien, à ce moment-là, tu sais où nous joindre. Exactement, Julien. Super, c'était drôle cette petite promotion improvisée mais drôle. Oui, mais en même temps réaliste parce que c'est ce qui se passe quand tu rentres à l'institut. Tu rentres dans un monde, dans un univers qui transforme ton paradigme et ta perception des choses, qui transforme ta vie, tes relations en profondeur et qui t'aide à réaliser en fait tes objectifs les plus grands que tu peux avoir et qui t'aide à réaliser ton ambition de la bonne façon, avec tes valeurs, tes besoins, ton identité, tout ça aligné le plus possible. C'est ça, et puis tu as accès à une communauté internationale avec des gens venant de partout dans le monde. Des gens incroyables. Que ce soit l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, la France, des francophones, mais qui vivent un peu partout dans le monde. Exactement. L'Amérique du Nord, j'oublie pas, parce qu'après on va me dire, ouais, mais t'as oublié l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, absolument. Mais l'Amérique du Sud aussi. On a aussi du monde en Amérique du Sud. C'est vrai. En fait, on en a absolument partout, Samir. Tu vois. Exactement, totalement. Je sais pas si... Il nous manque l'Australie peut-être. Je sais pas si on a eu l'Australie. Il nous manque l'Australie, parce qu'on a déjà le Japon. D'ailleurs, on te salue, Stéphanie, on espère que tu vas bien. Toi qui nous écoutes de là-bas. On a le Japon, on a l'Asie, on a l'Afrique. On n'aura jamais la Corée du Nord, je pense. On a le Moyen-Orient. On oublie. Aussi. Ouais. Alors, Corée du Nord, ça va être difficile, mais peut-être que parmi nos auditeurs, nos auditrices, on a des personnes qui ont réussi à s'estirper, à fuir la Corée du Nord. Dans ce cas-là. Pour connecter avec d'autres éléments, d'autres valeurs, d'autres projets. Mais c'est ça, on a vraiment du monde partout, on les a aux 4 coins du globe. On a vu aussi récemment qu'on avait pas mal de gens de Russie qui nous suivaient. Ouais, j'ai vu ça la dernière fois. On a un pourcentage d'auditeurs en Russie qui est assez impressionnant. D'ailleurs, on vous salue. Donc, Poutine, si tu nous écoutes, bonjour. Bonjour à toi. On n'a pas d'animosité, d'accord, hein. Non, mais ça lui ferait peut-être pas de mal de nous écouter. Le dire. Enfin, de nous écouter. Pas dans le sens où on lui dit quoi faire, bien évidemment, mais remettre un peu en perspective la vision des choses, la vision du monde. Mais je pense que ça ferait pas de mal à n'importe quel leader de ce monde de se remettre un peu de perspective. Ça ferait du bien. Mais en tout cas, voilà. Donc un gros merci à vous toutes et tous qui nous écoutez assidûment et fidèlement depuis ces dernières années. Si vous nous découvrez tout juste, c'est pas compliqué. Hein. Tu cliques sur le bouton pour t'abonner, tu likes, tu commentes, tu partages, bien évidemment, comme d'habitude. Mais c'est un vrai plaisir que de partager en fait tout ça, partager notre passion, partager nos découvertes, partager nos réflexions. Et si d'une manière ou d'une autre, toi qui nous écoutes, ça te permet d'avancer, de progresser, de prendre conscience, d'aller de l'avant, c'est super. Parce que de toute façon, il y a que toi qui peux faire ce boulot-là. Nous, on transmet, on partage, on éclaire certaines choses, et on espère en tout cas que ça a un impact pour faire bouger les choses. Totalement, Julien. Voilà, donc tu sais ce que tu as à faire. Nos 5 étoiles aussi sur Apple Podcast, n'oublie pas, ou Spotify, ou peu importe l'application que tu utilises, elle est importante. Ce point est important. Et puis on va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.